Dans la pénombre d'un 26 décembre 1996 encore chargé de froid, Patty Ramsey traverse le couloir de sa vaste maison située sur 15th Street à Boulder, Colorado. Elle remarque immédiatement quelque chose d'inhabituel en descendant l'escalier principal. Un long document manuscrit repose sur l'une des marches, plié mais suffisamment visible pour l'inquiéter. Elle s'en approche, le ramasse et commence à le lire. Le texte, qui se présente comme une demande de rançon, exige la somme de 118 000 $. Tandis qu'elle parcourt ces mots, elle prend conscience que ce montant coïncide presque parfaitement avec la prime de Noël que son mari, John Ramsey, a tout juste reçue de sa société, Access Graphics. L'idée d'une simple coïncidence lui paraît alors peu probable, et une angoisse grandissante s'installe tandis qu'elle se souvient que sa petite fille, John Benet, n'est pas dans son lit. Les minutes qui suivent se déroulent dans une urgence fébrile. Patty jette un œil à la chambre de John Benet et constate que la pièce est vide, le lit défait, les couvertures partiellement rejetées sur le côté. Elle appelle aussitôt son mari, qui la rejoint en quelques instants, et essaie de comprendre l'ampleur de la situation. Le billet évoque la menace d'un danger imminent si la police est contactée, mais Patty, saisie de panique, ne voit pas d'autre issue. À 5h52, elle compose le numéro d'urgence 911 pour signaler l'enlèvement de sa fille. Sa voix est pressante et elle demande de l'aide immédiatement. Les forces de l'ordre locales sont alertées et envoient 2 policiers sur place. Quand les officiers franchissent le seuil de la demeure, l'endroit est étonnamment calme malgré la tension palpable. Aucune trace de porte forcée, pas de vitre brisée, aucun signe d'effraction visible à première vue. Ils inspectent en vitesse le rez-de-chaussée, découvrent la lettre laissée sur l'escalier et questionnent Patty ainsi que John, qui confirment ne pas avoir remarqué de bruit suspect durant la nuit. La maison, plutôt vaste, comporte plusieurs niveaux, y compris un sous-sol accessible par certaines portes intérieures. Les policiers, qui ne détectent pas d'anomalies flagrantes, ne mettent pas pour l'instant le sous-sol en tête de leur priorité, se contentant d'un examen sommaire des pièces principales. Dans le même temps, les parents, terrifiés par l'idée que leur fille puisse être retenue quelque part, appellent à leur tour des amis proches pour renforcer leur soutien. Parmi eux, Fleet et Priscilla White répondent rapidement, se présentent à la maison et tentent de calmer Patty, qui ne cesse de ressasser le contenu inquiétant de la lettre. L'absence de John Benet donne à chacun la sensation que chaque minute compte, bien que personne ne sache comment agir face à des instructions de rançon aussi ambiguës et à une situation si brusque. Les policiers, occupés à consigner les premières informations, leur recommandent de ne pas trop déplacer d'objets, de laisser les choses en place pour permettre une analyse ultérieure plus précise. Les heures passent dans une atmosphère pesante. Au fil de l'avant-midi, l'inquiétude grandit car aucune demande de contact supplémentaire n'arrive de la part d'un éventuel ravisseur. Il n'y a ni coup de téléphone, ni message additionnel. Les renseignements glanés auprès des voisins ne révèlent pas d'activité suspecte pendant la nuit. À mesure que le temps s'étire, l'angoisse des parents devient presque insupportable et ils implorent la police de pousser plus loin les recherches. Vers 13h, la détective Linda Hunt, présente sur les lieux, pense qu'il est temps de parcourir chaque recoin de la maison plus méthodiquement. Elle demande à John Ramsey et à Fleet White de l'aider à vérifier même les endroits déjà supposés sécurisés, y compris le sous-sol, pour s'assurer qu'aucun indice ne leur est échappé. John descend alors un escalier qui mène à la partie inférieure de la maison. L'endroit est relativement sombre. Les pas résonnent sur le sol alors qu'il parcourt quelques pièces de rangement. Il ouvre finalement une petite porte qu'il croit fermée jusqu'alors et s'arrête soudain, dans un silence complet. Au sol, il aperçoit la silhouette immobile de John Benet, enveloppée d'une couverture. L'horreur de la scène est immédiate. La fillette est allongée, du ruban adhésif recouvre sa bouche, une corde est enroulée autour de son cou. Submergé par l'émotion et sans mesurer l'importance d'une telle découverte sur le plan de l'enquête, John la soulève dans ses bras pour la ramener dans la lumière, espérant encore pouvoir l'aider. Fleet White, qui suit John de près, prend pleinement conscience de la gravité de la situation et insiste pour appeler Ricky Boras, un officier présent à l'étage. Quand John sort du sous-sol et remonte l'escalier, tout le monde dans la maison comprend que le pire s'est produit. L'enfant, transporté jusqu'au salon, repose maintenant dans les bras de son père, tandis que Patty s'effondre en larmes non loin de là,
dans un état de choc. Cette intervention précipitée perturbe la zone du sous-sol, qui aurait dû être isolée pour recueillir des indices. Dans la foulée, la police cherche à établir un périmètre de sécurité, mais il est trop tard. La scène de crime a déjà été compromise par le déplacement du corps. Lorsque les enquêteurs spécialisés arrivent peu après, ils s'empressent de documenter chaque détail restant: l'emplacement de la couverture, les traces au sol, l'aspect de la pièce. Le ruban adhésif est retiré avec précaution et conservé comme élément de preuve. Les prélèvements de fibres, d'ADN et d'empreintes battent leur plein, mais l'agitation qui règne dans la maison complique la dotation basse. Préservation des indices. La nouvelle se répand vite dans le voisinage. Il ne s'agit plus d'un enlèvement, mais d'un homicide. La petite victime n'a jamais quitté les murs du domicile familial. Le médecin légiste, dépêché peu après, effectue un premier examen et confirme que la mort résulte d'une strangulation au moyen d'un garrot associé à un violent traumatisme crânien. Au vu de la position du corps et de la nature des marques, le médecin suppose un acte criminel délibéré et particulièrement brutal. Il n'émet pas de diagnostic complet sur les circonstances exactes, car l'autopsie détaillée aura lieu dans un cadre médical plus adapté. Pour l'instant, la priorité est de placer la scène sous scellé et d'isoler les parents afin de recueillir leurs premiers témoignages. Les agents demandent où, quand et comment ils ont découvert la lettre, si la fillette avait signalé quoi que ce soit d'étrange, et depuis combien de temps la famille résidait dans cette maison. En quelques heures, des journalistes commencent à affluer dans le quartier, alertés par la diffusion d'informations sur une possible affaire criminelle dans l'une des rues paisibles de Boulder. Les policiers, débordés, tentent de contenir la curiosité du public et des médias, tout en soutenant la famille sous le choc. On comprend rapidement que la lettre de rançon, qui n'a plus lieu d'être dans un contexte où la supposée victime est retrouvée morte, joue un rôle pivot pour les enquêteurs. L'auteur de ce texte est de toute évidence le meurtrier, car l'enfant n'a pas été enlevé. L'enjeu devient alors d'expertiser l'écriture, l'orthographe, chaque mot et chaque détour de phrase, pour tenter de cerner l'identité ou les intentions de celui qui l'a rédigé. Tandis que la nuit commence à tomber, la lumière bleue des gyrophares éclaire la façade de la grande demeure, soulignant les décorations de Noël qui restent encore suspendues aux fenêtres et sur le porche. Les voisins observent la scène depuis leur propre maison, inquiets et choqués par la tragédie qui se joue à quelques pas de chez eux. Les policiers bouclent l'entrée, marquant la limite à ne pas franchir. À l'intérieur, Patty et John sont emmenés dans une autre pièce pour répondre aux premières questions plus précises. Qui a tenu la porte d'entrée verrouillée? Qui a remarqué la lettre en premier? Comment John Benet se comportait ces derniers jours? Le désespoir des parents se mêle à une atmosphère de confusion généralisée. Les enquêteurs découvrent peu à peu l'étendue de la maison, ses recoins, ses pièces au sous-sol, ses couloirs qui mènent à plusieurs zones de stockage. Ils cherchent à comprendre comment un criminel, s'il est venu de l'extérieur, aurait pu se déplacer dans ces lieux sans se faire remarquer. Ils notent aussi que la lettre exigeait un montant précis, lié étroitement aux grandes affaires de John, ce qui soulève la possibilité d'un individu connaissant bien la situation financière de la famille. Les questions se multiplient, mais les réponses sont rares. Les heures s'étirent et tout le monde s'accorde sur un point. La découverte de John Benet dans cette cave bouleverse les certitudes et signe le départ d'une enquête complexe qui va mobiliser la police de Boulder pendant longtemps. En été 1990, à Atlanta, John Benet Patricia Ramsey vient au monde dans une famille aisée qui s'apprête à façonner son destin de manière inattendue. Son père, John, dirige une société d'informatique nommée Access Graphics, spécialisée dans la vente et le support de systèmes informatiques. Sa réussite permet rapidement à la famille de mener un train de vie confortable, tandis que Patsy, son épouse, s'implique activement dans l'éducation de John Benet et de son frère aîné, Burke. Enfant souriante et vive, John Benet grandit sous l'œil bienveillant de parents qui souhaitent lui offrir les meilleures opportunités possibles. Au fil des années, John est amené à développer les activités d'Access Graphics, et cette expansion professionnelle motive le choix d'un déménagement à Boulder, dans le Colorado. La famille s'installe alors dans une vaste demeure située sur la 15th Street, dans un quartier résidentiel plutôt huppé
où les grandes maisons anciennes côtoient les arbres centenaires. Tout semble sourire au Ramsay, dont le statut social monte en même temps que l'influence de John dans le monde des affaires. Dès que John Benet apprend à marcher et à parler, Patsy remarque chez elle un goût prononcé pour la danse, le chant et la performance. Soucieuse de canaliser cette énergie, elle inscrit sa fille à plusieurs concours de beauté pour enfants, très populaires dans certaines régions des États-Unis. John Benet participe à ces concours régionaux, habillé de robes scintillantes, coiffé et maquillé de manière à attirer l'attention des jurés. Les séances photos se multiplient, préparant la fillette à toutes sortes de défilés et de présentations sur scène. Les médias locaux et parfois nationaux commencent à s'intéresser à elle, la surnommant la mini-miss de Boulder. Des photographies de cette petite fille souriante, arborant ses couronnes et ses écharpes de concours, circulent dans les magazines et sur certaines chaînes de télévision spécialisées. Plus tard, cette image de jeune reine de beauté va s'imposer dans l'inconscient collectif lorsque son nom deviendra associé à un drame que personne, à ce stade, n'imagine. La fin de l'année 1996 approche, et avec elle la période de Noël, particulièrement appréciée dans les foyers américains. Le soir du 25 décembre, après les festivités familiales, John et Patsy se rendent chez leurs amis Fleet et Priscilla White pour un dîner. Burke et John Benet les accompagnent, et la soirée se déroule sans incident notable, dans une ambiance que tous décrivent plus tard comme chaleureuse et détendue. Les enfants sont fatigués par les jeux de la journée et les conversations d'adultes. Quand l'heure se fait tardive, les Ramsay décident de rentrer chez eux, estimant qu'il est temps de coucher leurs enfants. Dehors, il fait déjà très froid, et la neige commence à recouvrir en silence les rues de Boulder. La voiture s'arrête devant la grande maison de la Kindin Street, et chacun vaque à ses occupations, tandis que les parents mettent John Benet au lit avant d'aller eux-mêmes se reposer dans leur chambre. À ce moment précis, rien ne laisse présager le drame qui va se nouer quelques heures plus tard. Lorsque le soleil se lève complètement, plusieurs représentants des forces de l'ordre arrivent pour prendre connaissance de la situation et recueillir davantage de témoignages. L'ancien chef de la police de Boulder, dans des déclarations postérieures, admettra qu'il n'y avait pas, ce matin-là, assez de personnel formé au protocole des scènes de crime. Les rares détectives présents ne cloisonnent pas la maison, ne contrôlent pas les déplacements, et la cuisine se remplit de tasses de café, de téléphones qui sonnent et d'amis qui consolent les parents effondrés. Plusieurs éléments essentiels risquent alors de se perdre ou d'être altérés, ce qui compromet la récolte d'indices scientifiques valables. Les enquêteurs, en parallèle, tentent d'en savoir plus sur la lettre de rançon, son style à la fois direct et étrange, et son ton vaguement militaire. Certains mots évoquent même des formules lues dans des films, et la précision sur le montant de la prime de John intrigue les policiers, qui se demandent s'il s'agit d'un proche informé ou d'un intrus particulièrement bien renseigné. Les hypothèses se forment dans l'urgence, mais aucun véritable consensus ne se dégage. Plusieurs inspecteurs interrogent alors John, Patsy et Burke pour clarifier l'emploi du temps de la veille. Ils veulent comprendre à quelle heure la famille est rentrée du dîner chez les White, qui a entendu des bruits dans la nuit et quand John Benet a été vu pour la dernière fois. Les réponses varient parfois selon la mémoire de chacun, ce qui n'a rien d'étonnant après un choc pareil, mais cela complique l'établissement d'une chronologie précise. Les policiers notent également qu'il n'y a aucune porte fracturée ou fenêtre brisée de manière flagrante, même si quelques ouvertures restent mal verrouillées ou partiellement accessibles. Cette absence de traces d'effraction, dans un contexte de rançon inhabituel, pousse une partie des enquêteurs à envisager qu'une mise en scène ait pu être organisée depuis l'intérieur même de la maison. D'autres restent convaincus que quelqu'un a pu s'introduire dans la demeure, fort probablement par le sous-sol ou une entrée discrète. Personne n'ose trancher, et les heures passent sans que John Benet réapparaisse. L'enquête, à cet instant, se fragmente en deux directions possibles. Faut-il considérer la famille comme victime d'un ravisseur extérieur, déterminé au point de rédiger une longue et étrange missive, ou doit-on soupçonner une mécanique interne, avec un scénario arrangé pour faire croire à un enlèvement? Les autorités locales choisissent de ne rien exclure officiellement et poursuivent leurs recherches de manière contradictoire. D'un côté, elles examinent de potentielles pistes extérieures, de l'autre, elles commencent à éplucher le passé des Ramsay, y compris l'univers des concours de beauté où John Benet est connu. Pendant ce temps, la maison continue de bruire de murmures et d'allées et venues jusqu'au moment où la découverte la plus bouleversante va survenir, changeant à jamais le cours de l'affaire. Au cours de l'année 1997,
La police de Boulder recense plus de 1600 personnes susceptibles d'être interrogées, mais elle concentre finalement ses vérifications sur John et Patty Ramsey. Dans le même temps, des renseignements confidentiels se retrouvent dans la presse, tandis que des spécialistes autoproclamés et des journalistes investigateurs publient des ouvrages sur l'affaire. Les débats se multiplient à la télévision, et une partie de l'opinion publique commence à douter de la version des parents, estimant qu'il pourrait être lié à la mort de leur fille. D'autres, en revanche, se montrent convaincus que le couple est une cible d'accusations infondées et que la police néglige une piste extérieure. Cette cassure se ressent à tous les niveaux et oriente considérablement la suite des opérations. Très vite, le procureur du comté contacte Lou Smith, un enquêteur à la longue carrière qui a déjà résolu plusieurs meurtres complexes. Il sort de sa retraite au début de 1997 et passe en revue chaque détail accessible. Il consulte les photographies de la scène, inspecte les entrées de la maison, étudie les blessures et relit les rapports d'expertise. Ces observations le conduisent à soutenir une hypothèse peu populaire à ce moment-là. La configuration de la cave, la présence d'une fenêtre déjà brisée, la possibilité d'accéder à la maison par le sous-sol, ainsi que des traces d'un choc électrique supposé et l'existence d'un ADN inconnu sur les vêtements de la victime, constituent selon lui des preuves en faveur d'une intrusion extérieure. Ce scénario suscite toutefois l'opposition grandissante de plusieurs membres de l'équipe d'enquête, qui continuent de soupçonner fortement un geste criminel commis à l'intérieur du cercle familial. À mesure que Lou Smith tente de convaincre ses collègues, les tensions internes grandissent. Steve Thomas, l'un des enquêteurs chargés du dossier, se déclare persuadé de la responsabilité des parents. Il helpe à la reconstitution chronologique mais se heurte rapidement à des ingérences du bureau du procureur qu'il juge contraires à la sérénité de l'investigation. Cette situation le pousse à démissionner, tandis que Lou Smith quitte également l'affaire, estimant que personne ne prête suffisamment attention à l'hypothèse d'un individu venu de l'extérieur. En septembre 1998, face à cette ambiance conflictuelle, le procureur décide de convoquer un grand jury à Boulder. Pendant plusieurs mois, ces jurés collectent témoignages, preuves matérielles, expertises variées et analyses de la lettre manuscrite. Ils examinent également des clichés pris dans la cave et cherchent à déterminer l'enchaînement précis des actes ayant conduit à la mort de la fillette. En 1999, à l'issue d'un débat prolongé, ils émettent un avis officiel que l'on appelle « True Bill » et recommandent une mise en accusation de John et Patty Ramsey pour avoir exposé l'enfant à un danger ayant abouti à son décès. Le procureur Alex Hunter, toutefois, choisit de ne pas poursuivre cette voie. Il refuse de valider la décision du grand jury, expliquant qu'il ne dispose pas d'éléments suffisamment solides pour un procès susceptible d'aboutir à une condamnation certaine. Cette prise de position, qui clôt ce volet de la procédure, demeure longtemps méconnue du public. Quand le médecin légiste examine le corps, il identifie d'abord une marque profonde autour du cou, provoquée par un garrot en corde de nylon, puis repère une fracture sévère du crâne qui alourdit le diagnostic. Le dispositif de strangulation est composé d'un manche cassé de pinceau, apparemment prélevé dans le matériel de peinture de Patty, ce qui intrigue aussitôt les enquêteurs. La mort est officiellement qualifiée d'homicide, et l'examen médico-légal révèle également des lésions génitales considérées comme compatibles avec une forme d'agression, sans signe de viol au sens habituel. Ce point alimente dès le début de nombreuses suppositions, car il suggère un acte violent et réfléchi, mais il ne permet pas d'identifier clairement l'auteur des faits. Les experts notent qu'il existe un mélange d'indices physiques, de traces partielles et d'éléments pouvant avoir été déposés avant ou après la mort, rendant l'interprétation du sous-sol complexe. Les analyses complémentaires cherchent à déterminer quand ces lésions ont été infligées, dans quelles conditions précises, et surtout pourquoi l'enfant se retrouve dans cette cave à l'abri des regards, alors qu'un mot de rançon prétend la maintenir en vie quelque part à l'extérieur. Peu après la découverte de la dépouille dans la cave, deux grandes interprétations commencent à se dessiner. Les défenseurs de la première thèse estiment que tout, dans cette affaire, ressemble à une mise en scène interne. Ils soulignent que le sous-sol n'est pas réellement dévasté, que la fillette est retrouvée enveloppée d'une couverture, gestuelle qui peut trahir un lien affectif de la part de la personne l'ayant disposée ainsi. Ils notent également que les portes et fenêtres ne montrent pas de traces explicites de forçage,
hormis une vitre déjà endommagée depuis quelque temps, et rappellent que le corps a été déplacé avant l'arrivée du médecin légiste, ce qui complique l'authenticité de la scène. Dans leur lecture, l'idée d'une séquestration externe paraît rapidement improbable, car aucune véritable demande de rançon n'est concrètement enclenchée après la rédaction de ce mot, et le soi-disant enlèvement dure à peine quelques heures avant que le corps soit découvert chez les Ramsay même. Les tenants de cette hypothèse se basent en plus sur la personnalité publique de la famille, avec une petite reine de beauté régulièrement exposée, et en déduisent qu'un secret de foyer, un incident ou un geste volontaire a pu être dissimulé derrière cette lettre et ces indices apparemment conçus pour égarer les policiers. À l'opposé, des enquêteurs tels Lou Smith et certains spécialistes extérieurs, dont l'ex-profiler du FBI John Douglas, voient dans cette affaire la signature d'un intrus ayant longuement erré dans la maison. Ils évoquent la possibilité d'une entrée par le sous-sol, via la fenêtre déjà fissurée, et imaginent que l'enfant aurait été surprise, voire neutralisée, à l'aide d'un pistolet à décharge électrique, avant d'être traîné jusque dans la cave. Les partisans de ce scénario soulignent qu'il est possible qu'un agresseur inconnu ait pris le temps d'explorer les pièces, de trouver le bloc-notes pour rédiger ou recopier la lettre, et de soigner la mise en page dans l'espoir de faire croire à un enlèvement en bonne et due forme. De leur point de vue, le fait que le montant de la rançon corresponde à une prime connue en ville peut simplement signifier que l'individu est familier de l'entourage professionnel de John ou qu'il avait entendu parler de cette somme dans un cercle restreint. Ils insistent aussi sur certaines traces de pas et sur l'idée qu'un visiteur non autorisé a pu refermer la porte, se cacher, puis quitter la maison avant que la police ne boucle la scène. Dans ce cadre, la présentation du corps sous une couverture peut résulter autant d'une impulsion de camouflage que d'un quelconque sentiment de remords. Cette démarche laisse en suspens la question de la lettre. Est-elle écrite sous stress dans la nuit ou a-t-elle été préparée en amont? Tout reste possible si l'on admet que l'intrus dispose d'un laps de temps suffisant. Au début des années 2000, l'enquête sur la mort de la fillette se recentre sur l'examen attentif de tous les indices matériels encore disponibles. La police de Boulder cherche constamment de nouvelles voies, se confronte aux limites des techniques de l'époque. En décembre 2002, la procureure Mary Lacey s'empare du dossier et ordonne une nouvelle analyse de certaines pièces, notamment des vêtements appartenant à la victime. Elle souhaite comprendre si de minuscules traces génétiques, parfois laissées lors d'un simple contact, pourraient éclairer ou invalider les hypothèses en cours. Les laboratoires spécialisés commencent alors à développer des méthodes plus sensibles, capables de détecter des profils d'ADN même lorsque la quantité de matériel biologique semble très faible. En 2003, des résultats tombent et confirment la présence d'un profil masculin inconnu. Cette découverte attire aussitôt l'attention des enquêteurs, car l'empreinte génétique relevée n'appartient ni au père, ni à la mère, ni au frère de la victime. À ce stade, l'hypothèse d'une personne extérieure à la famille gagne en crédibilité, bien que la police ne veuille pas tirer de conclusions hâtives. Les scientifiques précisent que l'ADN de contact peut provenir d'une source inattendue, comme un objet manipulé ou un tissu frotté, mais les enquêteurs considèrent néanmoins ce nouvel élément comme un signe possible d'intrusion. En 2006, l'affaire connaît un nouveau coup de théâtre quand un instituteur américain nommé John Mark Carr, alors installé en Thaïlande, affirme avoir tué John Benet. L'aveu, rapporté par des journalistes, déclenche une vague de réactions. Le FBI et la police de Boulder se mobilisent et Carr est transféré aux États-Unis pour être interrogé et comparé aux indices disponibles. Son récit, livré de façon imprécise, reste vite incompatible avec les observations du dossier. Les analyses ADN montrent rapidement qu'il ne correspond pas au profil masculin inconnu trouvé sur les vêtements. En outre, certains détails qu'il donne à la police ne cadrent pas avec la chronologie certifiée de la soirée où la fillette avait été découverte, ce qui sape la crédibilité de sa confession. Après cette brève effervescence médiatique, Carr se retrouve écarté des suspects sérieux. Cependant, son passage alimente la méfiance de l'opinion publique envers de futures révélations, tant il semble que cette affaire attire des individus prêts à s'attribuer l'acte pour diverses raisons. Les enquêteurs continuent néanmoins d'examiner d'autres pistes, dont celles liées à des personnes connues dans la région, comme Gary Oliva ou encore Michael Elgott, souvent évoqués au fil des rumeurs. Eux aussi font l'objet de vérifications précises, mais ni leur profil génétique ni leurs emplois du temps ne viennent appuyer un lien direct avec la scène du crime.
En juillet 2008, Mary Lacey franchit une étape majeure en publiant une lettre ouverte destinée à John Ramsey. Dans ce document, elle écarte officiellement la responsabilité du père, de la mère ou même du frère de la victime, s'appuyant sur l'incompatibilité entre leur ADN et celui isolé sur les vêtements de l'enfant. Dans sa déclaration, elle explique à quel point les avancées scientifiques ont permis de mieux interpréter ces traces et s'excuse au nom de l'institution pour la suspicion durable qui a pesé sur la famille. Cette communication publique déplace alors le centre de gravité de l'enquête vers la possibilité d'un auteur complètement extérieur. Les médias américains et internationaux relaient largement la nouvelle, soulignant qu'après tant d'années d'hypothèses familiales, l'avenir de l'affaire repose désormais sur la recherche d'un inconnu. En 2009, la police de Boulder reprend officiellement la main sur les investigations, qui reçoivent l'étiquette de Cold Case tout en restant classées comme actives. Les autorités affirment qu'elles ne renoncent pas, mais elles reconnaissent la difficulté de redémarrer sur une base fiable après le temps écoulé et les erreurs qui ont pu se produire. À partir de 2010, plusieurs technologies émergent dans le domaine forensique, notamment des techniques d'analyse de plus en plus fines et la possibilité de confronter les profils ADN aux bases de données croissantes. Les enquêteurs annoncent vouloir exploiter tout ce que la science moderne peut offrir, mais l'affaire demeure complexe. De nombreuses personnes ont déjà été écartées, et aucune nouvelle correspondance n'émerge lorsque leurs profils sont comparés avec le fameux échantillon masculin. Les investigations restent donc au point mort, même si le dossier se réactive sporadiquement à mesure que de nouveaux indices ou de nouveaux témoins apparaissent. Dans les années 2010 et 2020, la médiatisation de l'affaire prend une ampleur inédite grâce aux documentaires diffusés sur les chaînes câblées et les plateformes de streaming. Des équipes de production, parfois issues de grandes sociétés de médias, cherchent à reconstituer au plus près le contexte et les éventuelles zones d'ombre restées inexploitées. Des podcasts d'investigation font régulièrement le point sur les avancées scientifiques en cours, interviewent d'anciens policiers, des experts en criminologie et des proches de la famille. Certains documentaires, dont un réalisé pour Netflix, se focalisent sur la piste ADN et insistent sur la génétique généalogique, une technique qui consiste à comparer un échantillon inconnu avec des profils partiels de différents registres familiaux. Cette approche, déjà utilisée pour résoudre d'autres dossiers complexes, n'a pourtant pas encore produit de résultats déterminants ici. Des journalistes relèvent que plus de 1000 personnes ont été interrogées au fil des ans et qu'une multitude de profils ADN se sont retrouvés comparés à l'empreinte détectée, sans le moindre match formel. Janvier 2025. John Ramsey revient sous les projecteurs et rencontre le nouveau chef de la police de Boulder, accompagné d'un expert en génétique. Les autorités locales, qui assument les investigations en cours, semblent désormais plus ouvertes à l'idée de recourir aux techniques les plus récentes, notamment la généalogie génétique. John Ramsey se montre confiant, estimant que l'important est de savoir si le fragment d'ADN inconnu peut enfin être raccordé à une famille ou à un ancêtre commun. Les enquêteurs admettent que plusieurs pièces matérielles, conservées dans les archives et stockées jusque-là dans des conditions sécurisées, sont en cours de réanalyse au Colorado Bureau of Investigation. Ils espèrent ainsi obtenir une piste fiable, voire un nom, grâce à l'évolution constante de la science.